Bonjour pour cette deuxième vidéo de la série Renforcement en sciences. Dans cette deuxième partie du chapitre 1, nous allons nous intéresser aux liens entre les nombres complexes et la trigonométrie classique. Alors les objectifs de ce chapitre. On va déjà établir le lien avec les coordonnées polaires et introduire les exponentielles complexes. On verra ensuite qu'il faut choisir la représentation, c'est-à-dire soit opter pour une représentation en coordonnées cartésiennes, soit opter pour une représentation en coordonnées polaires, en fonction des calculs à mener. À partir de l'introduction des exponentielles complexes, on verra qu'on sera en mesure de retrouver toute la trigonométrie classique, puis d'envisager l'extension à la trigonométrie hyperbolique. Alors les points exposés dans cette suite du premier chapitre sont de difficulté variable. Ils vont de simple à moyennement difficile au maximum. Par contre, la maîtrise des exponentielles complexes est fondamentale pour la suite, car elles interviendront constamment dans la construction des représentations fréquentielles, qui sont très fréquemment utilisées, tant en traitement du signal, ou plus largement en physique. S'agissant des représentations fréquentielles, je pense aux transferts de Fourier, temporels, spatiales, spatio-temporels, et toutes les déclinaisons qu'on pourra trouver et rencontrer en physique. Alors commençons par établir le lien avec les coordonnées polaires. On se place dans le plan euclidien avec un repère orthonormé direct et on peut donc définir le point M par ses coordonnées x, y, où x c'est la projection du point M sur l'axe des x et y c'est la projection du point M sur l'axe des y. On peut aussi introduire une autre représentation, une représentation polaire, où ce coup-ci M on va le décrire par rapport en fait à sa position par rapport au point O qui est le centre du repère. Alors, par deux paramètres. D'abord la distance au centre du repère, mais ce seul paramètre ne suffit pas puisque il y a une infinité de points, tous les points qui se trouvent sur le cercle de rayon R, qui se situent donc à la distance R du point O. Donc pour réussir à définir de manière unique le point M, il faut un deuxième paramètre, et ça va être un paramètre angulaire. Donc ici l'angle θ, qui est choisi comme étant l'angle entre le vecteur OX et le vecteur OM. Alors, comme on a des projections orthogonales, on a ici un angle droit qui correspond à la projection orthogonale du point M sur l'axe des X. Donc on peut utiliser les propriétés du triangle rectangle et d'abord dire, ben voilà, la projection de X par définition, ça va être R que multiplie le cosinus θ. La projection sur OY, qui vaut Y, ça va être R que multiplie le sinus θ. Ou on peut aussi utiliser le théorème de Pythagore en disant R c'est l'hypoténuse, X c'est un des côtés, Y c'est l'autre côté, donc on a R2 qui est égal à X2 plus Y2. Pour l'angle θ, on peut introduire la tangente θ. Tangente θ c'est quoi? C'est la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent, donc c'est Y sur X, donc on peut écrire que tangente θ c'est Y sur X. On a donc deux jeux de relations qui permettent de passer réciproquement des coordonnées Rθ aux coordonnées XY, donc des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes, ou des coordonnées cartésiennes x et y aux coordonnées polaires Rθ. Alors ces relations ne sont évidemment pas des relations simples, et en fait on peut vérifier qu'il s'agit de relations non linéaires. Alors le vecteur OM, on peut déjà le définir comme étant égal à xi plus yj, où i et j sont les vecteurs en fait de base du repère orthonormé direct. X, on a vu que c'était r cosinus θ, y, on a vu que c'était r sinus θ, donc le vecteur OM, c'est r cosinus θ suivant i plus r sinus θ suivant j. Si on adopte la représentation en un fixe complexe, on a z qui est défini comme x plus jy, x correspondant à la partie réelle, y correspondant à la partie imaginaire. Alors, z égale x plus y, c'est une notation compacte. Par contre, OM, vecteur égale r cosinus θi plus r sinus θj, c'est non seulement une relation vectorielle, mais en plus une relation qui n'est pas compacte. Donc ce qu'on veut, c'est introduire une notation compacte qui va pour autant faire intervenir les coordonnées polaires Rθ. Alors pour ce faire, on va introduire l'exponentielle complexe, exponentielle jθ, définie par exponentielle jθ égale cosinus θ plus j sinus θ, quel que soit θ appartenant à R. Donc
on a z qui est égal à x plus jy, mais x, on a vu que c'était r cosinus θ, y, on a vu que c'était r sinus θ, donc finalement, x plus jy, ça s'écrit encore r cosinus θ plus j r sinus θ, donc on peut mettre r en facteur et dire que c'est r exponentielle jθ. Donc z, on a une représentation cartésienne qui est x plus jy et qui est compacte, où z, c'est encore r exponentielle jθ, donc une représentation compacte, mais ce coup-ci polaire. Dans la suite, on va voir que c'est cette notation compacte qui va simplifier une bonne partie des calculs et permettre de retrouver toutes les formules de la trigonométrie classique. Mais cette notation présente aussi d'autres intérêts. Dans la vie courante, on ne sait pas se repérer à la surface de la Terre avec les coordonnées cartésiennes dans la plupart des cas. Il n'y a guère que quand on utilise quelque chose de l'ordre d'une carte au trésor que l'on pourra utiliser des coordonnées cartésiennes. Par exemple, avancez de 50 pas tout droit, puis tournez-vous sur votre gauche et avancez tout droit de 20 pas. Dans ces conditions-là, on aura utilisé en fait des coordonnées cartésiennes. Mais la plupart du temps, on est beaucoup plus à l'aise avec des notions de direction et ou de distance. La direction, on peut la définir par l'angle θ, et la distance par le nombre réel positif ou nul, r, qui correspond à la distance du point origine du repère jusqu'au point qu'on est en train de définir. Alors, de nombreux exemples courants utilisent la définition d'une direction comme l'illustre la liste suivante, qui sera absolument non exhaustive. Alors, le premier exemple, c'est le placement des sources sonores dans les espaces stéréophoniques ou multicanales, comme peuvent le faire les ingénieurs du son lorsqu'ils font du montage ou du mixage de sources monophoniques. Alors, par multicanal, je pense notamment au système 5.1 ou au système HOA ou High Order Ambisonics, ou ambisonique d'ordre élevé, par exemple. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce cadre-là, dans le cadre d'un système multicanal, on a un point central qui est occupé soit par l'auditeur, soit par l'ingénieur du son lorsqu'il pratique le montage ou le mixage, et on a des enceintes qui sont réparties sur un cercle d'un rayon défini selon la norme. Alors, dans le cas du système de diffusion ou de reproduction 5.1, on a 5 enceintes qui sont réparties de manière non régulière sur un cercle, et le point 1 qui correspond à un caisson de basse. Alors, les 5 enceintes, on va avoir une enceinte devant qui va s'appeler centre, on va avoir une enceinte sur la gauche, une enceinte sur la droite, et on aura 2 enceintes disposées derrière, donc arrière gauche et arrière droit. Par contre, dans le cas du système HOA, on a souvent en fait une répartition régulière des enceintes, notamment sur un cercle. Et dans les deux cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir envisager d'utiliser des outils de placement des sources monophoniques qui vont permettre de choisir en fait un angle, en choisissant donc comme référence la direction devant ou frontale qui correspondra à 0 degré. Et si on va vers la gauche, si on tourne vers la gauche, on aura des angles positifs. Si on tourne vers la droite, on aura des angles négatifs. Donc ça, c'est dans le cas du multicanal. Pour l'espace stéréophonique, ce qui se passe, c'est qu'on a uniquement en fait 2 enceintes. Et que entre le point d'écoute où on se place, où se place l'ingénieur du son, et les 2 enceintes, on a un triangle équilatéral. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une répartition lors du montage ou du mixage des sources sonores monophoniques qui va être uniquement dans un secteur angulaire de 60 degrés. Alors, comme cet exemple n'est pas forcément le plus parlant pour la plupart des gens, surtout s'ils ne s'intéressent pas à l'audio, je vais donner un deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, c'est celui du repérage des ennemis par les pilotes de chars, d'avions ou de tout autre type de véhicule, ou par les soldats sur le terrain de bataille. C'est ce qu'on trouve dans les jeux vidéo ou dans les films, notamment quand il s'agit de films de guerre. Et à ce moment-là, il n'est pas rare d'entendre une indication du style ennemi, par exemple à 10 heures. Et ça pourrait parler à beaucoup d'entre vous, je pense, ou parler à beaucoup plus d'entre vous. L'explication en fait de cette indication ennemi à 10 heures, il faut aller la chercher dans le troisième exemple, qui devrait être parlant pour la plupart des gens, c'est la lecture de l'heure sur une montre à aiguille. Auquel cas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un découpage angulaire régulier d'un cercle avec une petite aiguille qui va servir à marquer les heures et une grande aiguille qui va servir à marquer les minutes. Bon, je fais abstraction de la trotteuse. Avec le découpage en 12 angles
pour les heures justes, on a donc du coup une bonne intuition de ce que représentent les angles de 30 degrés. En effet, si on multiplie 30 par 12, on obtient 360 degrés, ce qui est par définition est l'angle dont on tourne quand on part d'un point et qu'on revient en fait à ce même point une fois qu'on a tourné d'un tour complet. Avec le découpage en 60 angles pour les minutes, on a maintenant une bonne intuition de ce que représentent les angles de 6 degrés. Puisque là, ce qu'on a, c'est 6 fois 60 qui fait encore 360. Donc la plupart des gens ont une assez bonne intuition de ce à quoi correspondent les angles de plus ou moins 30 degrés, plus ou moins 60 degrés, plus ou moins 90 degrés, plus ou moins 120 degrés et plus ou moins 180 degrés, et ce, bien avant leur introduction en mathématiques à la fin du collège. En effet, ce qui se passe, si on regarde bien, c'est qu'on a un secteur de 30 degrés quand on passe en fait d'une heure à l'heure suivante. Donc un créneau d'une heure, c'est 30 degrés. Un créneau de 2 heures va correspondre à un angle de 60 degrés. À 90 degrés, qui correspondra à un quart de tour, on aura un créneau de 3 heures. 120 degrés, ça correspond à un créneau de 4 heures, ou un tiers de cercle, un tiers de tour donc, d'horloge. Et 180 degrés, c'est 6 heures ou un demi-tour d'horloge. Donc ces notions-là sont beaucoup plus faciles à utiliser, beaucoup plus communes et beaucoup plus intuitives. Ils doivent donc bien illustrer en fait l'intérêt de cette représentation, l'intérêt de la représentation polaire. Intéressons-nous maintenant aux opérations sur les nombres complexes. Et on va commencer par l'addition et la soustraction. Alors, il est plus facile d'utiliser la représentation en coordonnées cartésiennes, ou donc les affixes des nombres complexes, pour réaliser des additions ou des soustractions. Alors, introduisons Z1 défini comme étant égal à x1 plus jy1, Z2 égale x2 plus jy2, où x1, x2, y1, y2 sont 4 réels, quelconques. Si je veux calculer Z3 égale Z1 plus Z2, je vais additionner x1 plus jy1 plus x2 plus jy2. Je peux rassembler x1 et x2, donc ce qui me donne x1 plus x2, et y1 et y2, ce qui me donne j facteur de y1 plus y2. On voit qu'on peut écrire Z3 sous la forme x3 plus jy3, où x3 c'est x1 plus x2, et y3 c'est y1 plus y2. Si on s'intéresse maintenant à la différence, on peut introduire Z4 égale Z1 moins Z2, auquel cas on va retrancher à Z1 soit x1 plus y2, Z2 donc x2 plus y2. Donc c'est égal à x1 plus y1 moins x2 plus y2. Là, ce qu'on peut faire, c'est rassembler les x, donc auquel cas on a x1 moins x2, plus j fois les y, donc y1 moins y2. On a à nouveau z4 qui peut s'écrire sous la forme x4 plus y4, mais ce coup-ci, x4 c'est x1 moins x2, et y4 c'est y1 moins y2. Pour la multiplication, la division ou l'élévation à la puissance des nombres complexes, il est plus facile d'utiliser la représentation en coordonnées polaires des nombres complexes. Alors considérons Z1 sous la forme R1 exponentielle Jθ1, Z2 sous la forme R2 exponentielle Jθ2, avec R1 θ1 réel quelconque, R2 réel non nul, pour tenir compte de la division, et θ2 réel quelconque. Si je commence par Z1 fois Z2, Z1 c'est R1 exponentielle Jθ2, Z2 c'est R2 exponentielle Jθ2, donc je multiplie ces deux nombres. Je peux rassembler les deux R et donc voir apparaître entre facteurs devant R1 fois R2. Et puis j'ai exponentielle Jθ1 fois exponentielle Jθ2 qui va donner exponentielle Jθ1 plus θ2. Alors pourquoi? Parce que si on s'intéresse aux lois sur les puissances, a à la puissance alpha que multiplie a à la puissance bêta, c'est a à la puissance alpha plus bêta, ce que vous connaissez en général quel que soit a alpha bêta réel quelconque, mais qu'on peut étendre au complexe. Si maintenant on s'intéresse à Z1 sur Z2, on a donc R1 exponentielle Jθ1 sur R2 exponentielle Jθ2. Ce qu'on peut encore écrire en rassemblant les R sous la forme R1 sur R2 que multiplie l'exponentielle Jθ1 moins θ2. Pourquoi? Parce que A à la puissance alpha sur A à la puissance bêta, c'est égal à A à la puissance alpha moins bêta. Alors quel que soit A réel non nul, alpha bêta, c'est ce que vous connaissez, on peut aussi l'étendre au complexe à partir du moment où on a un A qui est non nul. Maintenant, s'agissant de Z1 à la puissance Q, on a R1 exponentielle Jθ1 à la puissance Q.
On va donc distribuer la puissance. Donc ça fait R1 à la puissance Q que multiplie exponentielle Jθ à la puissance Q. Et ça devient R1 puissance Q que multiplie exponentielle JQ1. Pourquoi? Encore une fois, on fait appel aux lois sur les puissances, ou aux propriétés sur les puissances. Et on a A à la puissance alpha, le tout à la puissance bêta, qui est égal à A à la puissance alpha que multiplie bêta. Quel que soit A alpha bêta réel, c'est ce que vous connaissez, mais on peut faire l'extension complexe. Alors, quelques résultats intéressants. J, ça correspond à un tour de pi sur 2, donc c'est exponentielle J pi sur 2. Si je fais un demi-tour, je me retrouve en moins 1, donc exponentielle J pi, c'est moins 1. Si je fais 3 quarts de tour, je me retrouve en moins J, donc exponentielle J 3 pi sur 2, c'est moins J. Donc ça, c'est si on tourne en fait dans le sens trigonométrique, ou sens contraire aux aiguilles d'une montre. Mais si je tourne dans le sens horaire d'un quart de tour, je retombe en moins J. Mais à ce moment-là, comme j'ai tourné dans le sens contraire au sens trigonométrique, donc dans le sens horaire, j'ai exponentielle moins J pi sur 2 qui est égal à moins J. Parce qu'en fait, le θ, tel qu'il est défini, il est défini comme étant positif si on va dans le sens trigonométrique, donc inverse au sens des aiguilles d'une montre. Par contre, le dernier résultat, c'est si on ne tourne pas. Si on ne tourne pas, on reste en 1, donc exponentielle J0, c'est égal à 1. Alors, maintenant, nous allons voir comment retrouver les relations de la trigonométrie classique. Pour ce faire, on va commencer par introduire la relation de l'air. Alors, c'est ni plus ni moins que la définition de l'exponentielle Jθ. À savoir qu'exponentielle Jθ, c'est cosinus θ plus j sinus θ, quel que soit θ appartenant à R. Alors, si maintenant je m'intéresse à... Si je considère exponentielle moins Jθ, je vais avoir cos θ moins j sinus θ. Pourquoi? Parce que si je tourne d'un angle moins θ, le cosinus ne va pas changer, mais le sinus va passer d'une valeur positive, si θ est positif, à une valeur négative. Donc sinus de moins θ, c'est moins sinus θ. Et on retrouvera en fait l'explication sur la parité. Donc on en tire les définitions du cosinus et du sinus suivantes. Cosinus θ, c'est exponentielle Jθ plus exponentielle moins Jθ sur 2. Alors, si on prend les deux relations, définition, celle pour exponentielle Jθ et celle exponentielle moins Jθ, si on fait la somme des deux relations ici, les J sinus θ s'annulent, par contre il me reste 2 cosinus θ. D'où la relation cosinus θ égale exponentielle Jθ plus exponentielle moins Jθ sur 2. Maintenant, si on fait la différence, exponentielle Jθ moins exponentielle moins Jθ, ce sont les cosinus qui disparaissent, par contre il nous reste 2J sinus θ. Donc la relation ou la définition pour le sinus θ, c'est exponentielle Jθ moins exponentielle moins Jθ sur 2J. On a aussi besoin de la relation de Moivre, qui est une exploitation de la propriété des puissances, à savoir que exponentielle Jθ à la puissance n, c'est exponentielle J que multiplie nθ, et ce quel que soit θ réel et n appartenant à z. Alors d'après la relation de l'air, exponentielle Jθ c'est cos θ plus j sinus θ, donc on peut réécrire la relation de Moivre en explicitant les exponentielles en fonction des cosinus et des sinus. Donc exponentielle Jθ, ça donne donc cosinus θ plus j sinus θ. Exponentielle jnθ, ça donne cosinus nθ plus j sinus nθ. Et donc la relation de Moivre, avec les cosinus et les sinus, s'écrit cosinus θ plus j sinus θ à la puissance n égale cosinus de nθ plus j sinus de nθ. Alors commençons par voir ce qui se passe pour l'angle double. Alors le principe, c'est donc l'utilisation de cosinus θ plus j sinus θ puissance n égale cosinus nθ plus j sinus nθ, donc la relation de Moivre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à identifier cosinus nθ et sinus nθ en fonction de leur expression polynomiale comme polynôme de cosinus θ et de sinus θ. Pourquoi? Parce que si on a un cosinus θ plus j sinus θ à la puissance n, et là on va pouvoir faire un développement et donc trouver des termes qui vont être fonction des cosinus et des sinus. Alors si on se place pour le cas n égale 2, la relation de Moivre s'écrit cosinus θ plus j sinus θ au carré égale cosinus de 2θ plus j sinus de 2θ. Donc je peux écrire le fait que cosinus de 2θ plus j sinus θ, c'est égal au développement du carré qui est ici.
ce qui va me donner cosinus carré θ, plus 2j sinus θ cosinus θ, plus j carré sinus θ. Or, on sait que par définition, j carré c'est moins 1, donc du coup, on peut réécrire cosinus θ plus j sinus θ sous la forme cosinus carré θ moins sinus carré θ plus 2j sinus θ cosinus θ. Alors dans cette relation, on a des termes qui sont réels de part et d'autre, dans le membre de gauche et dans le membre de droite, et des termes qui sont imaginaires. Et on va procéder à leur identification. Donc si on identifie les parties réelles, on obtient donc la relation cosinus de 2θ égale cosinus carré θ moins sinus carré θ. Si on fait l'identification des parties imaginaires, on a donc sinus de θ qui va être égal à 2 sinus θ cosinus θ. D'où les relations pour l'angle double. Alors, si on se place dans le cas où r égale 1, on avait z qui était égal à r exponentielle jθ. Donc z va se restreindre à exponentielle jθ. Mais on peut toujours utiliser le théorème de Pythagore. On sait qu'on avait x2 plus y2 qui est égal à r2. Si r égale 1, donc c'est égal à 1. Et si r est égal à 1, ben, r cosinus θ au carré devient cosinus carré θ. R sinus θ au carré devient sinus carré θ. D'où cosinus carré θ plus sinus carré θ égale 1, et ce quel que soit θ. Alors, on peut encore écrire cette relation sous la forme cosinus carré θ égale à moins sinus carré θ, ou sinus carré θ égale 1 moins cosinus carré θ. Et on va donc pouvoir réécrire cosinus de θ, soit en fonction uniquement des cosinus en remplaçant le sinus carré en utilisant la deuxième expression, soit uniquement en fonction des sinus en utilisant la première expression. On peut donc réécrire le cosinus de θ soit comme étant égal à 2 cosinus carré θ moins 1, soit étant égal à 1 moins 2 sinus carré θ. Si on utilise le même principe pour n supérieur ou égal à 2, on pourrait déduire les expressions ce coup-ci de cosinus nθ et sinus nθ en identifiant à nouveau leur expression polynomiale en cosinus θ et sinus θ à partir de l'équation de Moivre, donc à l'ordre n, donc cosinus θ plus j sinus θ à la puissance n égale cosinus nθ plus j sinus nθ. Alors, à titre d'exercice, vous pourriez rechercher les expressions polynomiales des couples suivants pour vous assurer que vous avez bien compris la démarche. Cos 3θ et sinus θ, et cosinus 4θ et sinus 4θ. On pourrait faire la même recherche pour 5θ, 6θ, etc. Mais si vous savez le faire pour les angles 3θ et 4θ, les expressions pour 5θ, 6θ, etc. vont être juste un peu plus compliquées. Donc c'est refaire la même chose mais de manière plus compliquée. Donc c'est pour ça que je vous engage à vous intéresser à ces deux cas. Maintenant, quid des relations d'addition et de soustraction des sinusoïdes. Donc on introduit a et bêta de réels, et on peut donc définir exponentielle JA comme cosinus A plus J sinus A, et exponentielle JB comme cosinus B plus J sinus B. Mais on a aussi, par regroupement des exposants des puissances appliquées au cas des exponentielles complexes, exponentielle JA que multiplie exponentielle JB qui est égale à l'exponentielle de J facteur de A plus B. Donc, exponentielle de J A plus B, ça nous donne cosinus de A plus B plus J sinus de A plus B. Et exponentielle JA, ça nous donne cosinus A plus J sinus A, qu'on va multiplier par exponentielle JB, qui est cosinus B plus J sinus B. Et on va écrire que cette égalité, c'est encore grand A. Si on développe le troisième membre, on va pouvoir écrire A sous la forme cos A fois cos B, plus cos A fois J sinus B, qui nous donne J cosinus A sinus B, plus J sinus A fois cos B, qui nous donne J sinus A fois cos B, plus J sinus A fois J sinus B, qui nous donne J carré sinus A sinus B. On sait que J carré, c'est moins 1, donc ce qu'on peut faire, c'est réécrire grand A sous la forme cos A cos B, moins sin A sin B, plus J facteur de cos A sinus B, plus sinus A cos B. Alors, on a donc la troisième ligne, mais dans la première ligne, on sait aussi qu'on a cosinus de A plus B, plus J sinus de A plus B. Donc là aussi, on a une partie réelle à chaque fois, une partie imaginaire. Donc on va identifier les parties réelles et les parties imaginaires. Alors, pour la partie réelle, ici on a cosinus d'A plus B, et là on a cos A cos B moins sin A sin B. D'où l'expression pour cosinus de A plus B sous la forme cos A cos B moins sin A sin B. Pour les parties imaginaires, ici on a J sinus de A plus B, donc sinus de A plus B, ça va être égal à quoi? Ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, dont J est facteur,
Donc cos A sinus B plus sinus A cos B. Alors, si on se place dans le cas où A égale B, normalement on doit retrouver les expressions pour l'angle double. Donc si A égale B, cos de A plus B, ça devient cosinus de 2A. Cos A fois cos B, ça donne cos carré A. Sin A fois sin B, ça donne sinus carré A. Donc on a bien cosinus carré A moins sinus carré A. Pour le sinus, sinus de A plus A, ça donne sinus de 2A. Cos A sinus A plus sinus A cos A, ça nous donne 2 sinus A cos A. D'où sinus de 2A égale 2 sinus A cos A. Donc on a bien retrouvé les expressions pour l'angle double. Maintenant, si on remplace A par moins A, on peut vérifier que cosinus de moins A, c'est cosinus A. Et sinus de moins A, c'est moins sinus A. Comment? Grâce aux relations qui sont que la partie réelle d'exponentielle JA, c'est cosinus A. Par définition, c'est exponentielle JA plus exponentielle moins JA sur 2. Alors ça, on peut aussi le retrouver à partir de la définition de la partie réelle de Z, comme étant Z plus Z bar sur 2. En appliquant cette définition, au cas où Z, c'est exponentielle à JA. Si ce n'est que, pour les exponentielles, prendre le complexe conjugué, ça revient juste à changer le signe de l'angle. Donc, si Z c'est exponentielle JA, Z bar c'est exponentielle moins JA. Alors, si je regarde cette première expression, si je remplace A par moins A, donc cosinus de moins A, j'ai exponentielle moins JA plus exponentielle de moins JA, donc exponentielle JA sur 2, ça correspond encore à cosinus A. D'où l'expression, d'où la vérification, que cosinus de moins A, c'est bien cosinus A, et donc que le cosinus est pair. Maintenant, regardons ce qui se passe pour le sinus. Si je considère la partie imaginaire de l'exponentielle JA, c'est sinus A. Et d'après les expressions qu'on a trouvées, c'est exponentielle JA moins exponentielle moins JA sur 2J. Alors ces expressions, on peut aussi les déduire de la définition de la partie imaginaire pour un nombre Z complexe, comme Z moins Z bar sur 2J. Donc si Z c'est exponentielle à JA, j'ai exponentielle JA moins le complexe conjugué d'exponentielle JA qui est exponentielle à moins JA divisé par 2J. Donc je retrouve bien l'expression du sinus. Maintenant, si je regarde ce qui se passe pour sinus de moins A, je vais avoir exponentielle moins JA moins exponentielle moins JA, donc exponentielle JA. Donc finalement, comme c'est à nouveau divisé par 2J, je vais avoir moins sinus A. Donc ce faisant, on retrouve l'information selon laquelle le sinus est une fonction impaire. Donc on va exploiter ça pour cosinus de moins B, qui est égal à cosinus B, sinus de moins B qui est égal à moins sinus B, et on va l'utiliser dans les expressions donnant cosinus de A plus B et sinus de A plus B. Donc si je remplace A par moins B, à partir de cosinus de A plus B, je vais obtenir cosinus de A moins B. Donc cosinus de A moins B, c'est cosinus de A fois cosinus de moins B, mais le cosinus étant pair, ça reste cosinus de B, donc j'ai cos A cos B. Après, on a moins sinus A fois sinus de moins B, mais sinus de moins B, c'est moins sinus B, donc comme j'ai un moins ici, je vais avoir un plus, donc j'ai un plus quoi? Sinus A, sinus B. Donc cos de A moins B, c'est cos A cos B, plus sin A sin B. Maintenant, pour sinus de A plus B, si je remplace B par moins B, je vais obtenir l'expression de sinus A moins B. Donc j'ai cos A fois sinus de moins B, qui nous donne un moins sinus B, ce qui me donne mon moins cosinus A sinus B ici. Plus sinus A fois cosinus de moins B, le cosinus étant pair, c'est cosinus de B, donc sinus A cosinus B. D'où sinus de A moins B égale sinus A cos B moins cos A sinus B. Maintenant, la somme ou la différence de sinusoïdes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire un changement de variable. On va poser P égale A plus B et Q égale à moins B. Si je fais P plus Q, je vois que je fais disparaître les B et que j'obtiens 2A. Donc je sais que A, c'est P plus Q sur 2. De la même manière, si je fais P moins Q, je fais disparaître les A, il me reste 2B. Donc B, c'est P moins Q sur 2. Donc on part de l'expression de cosinus A plus B et de l'expression de cosinus A moins B. On va construire les expressions de cosinus P et cosinus Q, puis regarder ce qui se passe suivant qu'on additionne ou qu'on soustrait les cosinus P et cosinus Q. Donc cosinus P, P c'est A plus B, donc cosinus de A plus B. Alors ça c'est cos A cos B, donc cos A cos P plus Q sur 2, cos B cos P moins Q sur 2, moins sin A, donc sinus P plus Q sur 2, sin B sinus P moins Q sur 2. Pour cos Q, c'est maintenant Q c'est A moins B, donc on part de cette expression-là. Donc on a cos A cos B, donc cos P plus Q sur 2, cos P moins Q sur 2, plus sinus A,
donc sinus P plus Q sur 2, que multiplie sinus B, sinus P moins Q sur 2. Donc on a cos P, on a cos Q. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait cos P plus cos Q? On fait disparaître le terme en sinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Et par contre, on a deux fois le terme en cosinus. Donc cos P plus cos Q, c'est 2 cos P plus Q sur 2, cos P moins Q sur 2. Si par contre on fait cos P moins cos Q, le terme de produit de cosinus disparaît, il reste juste le terme de produit de sinus avec un moins, mais deux fois. Donc cos P moins cos Q, c'est moins 2, sinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Alors on considère toujours le même changement de variable, et on part ce coup-ci des expressions de sinus A plus B et sinus A moins B. Bon, sinus A plus B, c'est sinus de P, ça vaut sinus A cos B, donc sinus P plus Q sur 2, cos P moins Q sur 2, plus cos A sinus B, donc plus cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Sinus de A moins B, c'est sinus Q, ça vaut sinus A cos B, donc sinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2, moins cos A sinus B, donc moins cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. On a l'expression de sinus P, on a l'expression de sinus Q, donc on peut calculer sinus P plus sinus Q et sinus P moins sinus Q. Si on fait sinus P plus sinus Q, c'est les termes en cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2, il nous reste deux fois sinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Si on fait la différence maintenant, c'est les termes sinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2 qui disparaissent. Il va nous rester quoi? Moins 2 cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Maintenant, quid de l'extension à la trigonométrie hyperbolique? On va partir des deux relations de l'air pour exponentielle jx et exponentielle moins jx. Donc exponentielle jx cosinus x plus j sinus x, exponentielle moins jx égale cosinus x moins j sinus x, et comme on l'avait vu, on peut définir le cosinus comme la demi-somme exponentielle jx plus exponentielle moins jx sur 2, et le sinus x comme 1 sur 2j, la différence, donc exponentielle jx moins exponentielle moins jx sur 2j. Par analogie, on va introduire les cosinus et sinus hyperboliques, tels que exponentielle x, c'est cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x, et qu'exponentielle de moins x, ça va être cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x. Ce qui permet de définir, en faisant la somme des deux fois le cosinus, donc le cosinus hyperbolique c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, et si je fais la différence des deux lignes, je vais avoir deux fois le sinus hyperbolique de x. D'où sinus hyperbolique de x, c'est la différence exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Maintenant, on veut essayer de retrouver les formules pour les arguments doubles, les sommes ou les différences de sinusoïdes. Alors, par exemple, on se dit, tiens, faisons comme dans le cas de la trigonométrie classique, et partons d'exponentielle a plus b égale exponentielle a fois exponentielle b. Alors, si on remplace les exponentielles par leurs expressions en fonction des cosinus et sinus hyperboliques, on a exponentielle a plus b qui donne cosinus hyperbolique de a plus b plus sinus hyperbolique de a plus b. Et de l'autre côté, dans le second membre, on a exponentielle a fois exponentielle b qui va nous donner cosinus hyperbolique de a plus sinus hyperbolique de a que multiplie cosinus hyperbolique de b plus sinus hyperbolique de b. Le problème, c'est qu'on n'a plus de j. Donc on va se trouver embêté pour identifier respectivement les cosinus hyperboliques de a plus b et sinus hyperbolique de a plus b. Donc il faut trouver une autre méthode. C'est pour ça qu'on va plutôt partir des identifications suivantes. Exponentielle jx. On a vu, d'après la relation d'Euler, que c'est cosinus x plus j sinus x. Mais l'exponentielle, on peut aussi l'écrire comme le cosinus plus le sinus hyperbolique. Donc exponentielle de jx, c'est encore cosinus hyperbolique de jx plus sinus hyperbolique de jx. Donc j'ai cosinus x qui par définition vaut exponentielle jx plus exponentielle moins jx sur 2, mais ça c'est encore la définition du cosinus hyperbolique, mais appliqué à jx. Si je fais j sinus x, j'obtiens exponentielle jx moins exponentielle moins jx sur 2, et ça c'est la définition en fait du sinus hyperbolique de jx. Donc j'ai une correspondance entre cosinus x et cosinus hyperbolique de jx, j sinus x et sinus hyperbolique de jx. Un exercice intéressant, ce serait retrouver tous les résultats utiles de la trigonométrie hyperbolique en partant de ceux de la trigonométrie classique, en utilisant les deux substitutions ici et en remplaçant au final les occurrences de jx par grand X. Alors pour vous aider, quelques exemples. Donc
je pars de cosinus x égale cosinus hyperbolique de jx, et par contre je vais plutôt utiliser sinus x qui correspond à moins j sinus hyperbolique de jx. Alors pourquoi? Parce qu'on avait j sinus x qui correspondait à sinus hyperbolique de jx, mais si je divise par j, je peux multiplier par j sur j, auquel cas je vais avoir j sur j carré, donc moins j. Donc j'en déduis que sinus x c'est moins j sinus hyperbolique de jx. Et j'utiliserai à la fin la substitution de chacune des occurrences de jx par grand X. Alors, partons par exemple de cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Cosinus x, je le remplace par cosinus hyperbolique de jx. Donc j'ai cosinus carré hyperbolique de jx, plus quoi? Le sinus carré x. Sauf que le sinus, je le remplace par moins j sinus hyperbolique de jx. Donc j'ai donc moins j sinus hyperbolique de jx au carré. Donc le cosinus carré de jx, je sais que ça me donne cosinus carré de grand X. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir moins j qui va me donner j2, mais j2 c'est moins 1. Donc j'ai moins que multiplie quoi? Sinus hyperbolique au carré de jx, donc sinus carré hyperbolique de grand X. Donc à la relation cosinus carré x plus sinus carré x égale 1 en trigonométrie classique va correspondre en trigonométrie hyperbolique la relation cosinus carré x moins sinus carré x égale 1. Si on s'intéresse à cosinus de a plus b égale cos a cos b moins sin a sin b, avec les substitutions, le cosinus de a plus b devient cosinus hyperbolique de ja plus jb, cos a devient cosinus hyperbolique de ja, cos b cosinus hyperbolique de jb, le moins ne change pas pour l'instant, sinus a c'est moins j sinus hyperbolique de ja, sinus b c'est moins j sinus hyperbolique de jb. Donc alors, comptons les moins, 1, 2, 3, donc 3 moins, donc j'aurai un moins, si ce n'est que j'ai j fois j, donc j carré, donc j'ai un quatrième moins. Donc je vais avoir un plus. Donc à cosinus hyperbolique de ja plus jb, je fais correspondre cosinus hyperbolique de grand A plus grand B. Cos hyperbolique ja que multiplie cosinus hyperbolique jb, ça donne cosinus hyperbolique de grand A fois cosinus hyperbolique de grand B. J'ai donc dit qu'on avait un plus. Le sinus hyperbolique de ja devient sinus hyperbolique de grand A, et sinus hyperbolique de jb devient sinus hyperbolique de grand B. D'où la relation pour le cosinus hyperbolique de a plus b. En utilisant le caractère pair de cosinus hyperbolique de b et impair de sinus hyperbolique de b, on peut en déduire l'expression qui va correspondre à l'expression pour cosinus a moins b en trigonométrie classique. Donc on va avoir le cosinus d'a moins b qui va se devenir le cosinus hyperbolique de a moins b, cos a cos b plus sin a sin b. Pour le retrouver, en fait, on part de l'expression qui est là, on va utiliser l'imparité du sinus et la parité du cosinus. Cos hyperbolique de a fois cosinus hyperbolique de b, ça donne cosinus hyperbolique de a fois cosinus hyperbolique de b. Sinus hyperbolique de a, ça ne change pas. Par contre, sinus hyperbolique de moins b, c'est moins sinus hyperbolique de b, d'où le moins devant le produit des sinus hyperboliques. Donc ça permet de retrouver l'expression de cosinus de la différence, donc cosinus hyperbolique de a moins b. En procédant de la même manière, vous devriez pouvoir retrouver toutes les relations de la trigonométrie hyperbolique. Ceci conclut cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à l'introduction des principes de la dérivation.